Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, Cécile Curtage, je suis la coordinatrice dans le domaine d'éducation à la santé. Je travaille dans le cadre du réseau Sourds et Santé Nord-Pas-de-Calais. Et je vous ai mis le petit pictogramme visuel du signe bonjour en langue des signes qui pourra vous être utile si vous rencontrez des personnes sourdes dans votre pratique. Donc je représente, comme je l'ai dit, le réseau Sourds et Santé Nord-Pas-de-Calais qui est opérationnel depuis 2005 dans la région. Juste quelques mots rapides qui permettent un petit peu de saisir le contexte dans lequel on travaille. Donc notre réseau est composé d'une équipe pluridisciplinaire, mixte, sourds-entendants. Professionnels sourds, professionnels entendants. Et notre mission est surtout de favoriser un accès aux soins de santé somatique et mentale et aussi de mettre en place des actions spécifiques autour de la prévention en langue des signes chez tous les professionnels de santé du Nord-Pas-de-Calais qui viennent du public, du libéral ou du privé. Et d'assurer un accompagnement psychomédico-social par des professionnels sourds et entendants. Donc là, on a le rôle très important des interprètes français, langue des signes française, et également des professionnels sourds qu'on appelle des intermédiateurs. Ce sont des professionnels qui viennent en support de la transmission linguistique et qui ont un rôle très important dans la compréhension des messages qu'on délivre aux patients. Donc les sourds dont il est question ici sont majoritairement des sourds locuteurs de la langue des signes française qu'on appelle sourds prélinguaux, c'est-à-dire des personnes qui sont nées sourdes ou devenues sourdes avant l'acquisition de la langue orale et dont la plupart s'expriment prioritairement en langue des signes française. Ils représentent dans la région Nord-Pas-de-Calais environ 4000 à 4500 personnes, si on prend un ratio, un taux de prévalence de la surdité prélinguale à 1,3 pour 1000 naissances. On est à peu près sur un chiffre de 4000 à 4500 personnes sourdes. Donc là, ça représente un petit peu tous les acteurs qui interagissent dans le réseau. Donc un médecin qui assure des consultations directes en langue des signes avec ses patients. Des secrétaires bilingues qui accueillent les patients directement en langue des signes également, secrétaires issus de familles sourdes aussi et qui ont la capacité d'adaptation au niveau de langue des patients. Donc on travaille aussi avec des travailleurs sociaux aussi bilingues, des interprètes français, langue des signes française, comme je l'ai dit tout à l'heure, des intermédiateurs. Donc je ne sais pas si on voit sur la diapo la définition de l'intermédiateur. C'est écrit professionnel sourd dont le travail consiste notamment à reformuler le discours en langue des signes lorsqu'il n'est pas bien compris. Donc sachant que la pratique de la langue n'est pas homogène chez les sourds et qu'il y a nécessité d'adapter le discours des professionnels. Voilà, donc on travaille également avec des psychologues, sourds et entendants. Donc dans le cadre du réseau, nous menons des actions ciblées auprès des jeunes sourds. Concernant le projet qui nous anime ici, nous constatons chez les jeunes sourds, beaucoup de jeunes sourds évoluent sans avoir, mais on le trouve aussi chez les entendants, les jeunes entendants, mais sans avoir consolidé un niveau de connaissances et de pratique suffisante pour affronter de manière autonome leur vie adulte et qui peut mettre en péril sur le long terme leur capital santé. Donc, dans le réseau, on a beaucoup d'adultes sourds qui ont été jeunes et qui arrivent avec des problèmes métaboliques et des problèmes de situation d'obésité. Voilà. Ces jeunes sont confrontés alors à des barrières culturelles et linguistiques qui entravent les apprentissages de base. De plus, de par leur perception visuelle du monde, quand on dit perception visuelle, c'est une manière, une approche à un environnement spécifique, essentiellement basé sur le visuel. Donc une perception visuelle axée sur une approche quand même très tactile, très... Les sourds ont peu accès aux sollicitations sonores dans lesquelles les entendants sont habitués, c'est-à-dire la radio, la télévision, la presse. Donc les sourds sont complètement éloignés de ces modalités d'information et dans lesquelles on baigne tous, tout petits.
Par conséquent, ils ne possèdent pas ce qu'on qualifie de bagage culturel. Ils ne possèdent pas le même bagage culturel que les jeunes entendants, du fait de cette perception visuelle de l'environnement. À cela s'ajoute un rapport très complexe au français dans sa modalité orale et écrite, car la structuration syntaxique de la langue des signes est complètement différente de celle du français. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit pie-sourd dans le monde sourd. C'est ce qui est typique aux sourds, des expressions, des constructions. On ne peut pas faire du codage, c'est-à-dire une phrase en français, l'équivalent en langue des signes, non. La manière de penser est totalement différente. C'est vraiment une langue à part entière. Donc c'est ce qui rend encore plus complexe l'accès au français des jeunes. Donc l'environnement familial majoritairement entendant, donc 95% des enfants sourds naissent de parents entendants. Donc cet environnement familial est marqué par des difficultés de communication avec l'entourage et des difficultés à transmettre des savoirs culinaires de base. Comme on apprend quand on est petit, on voit faire la maman, faire manipuler des aliments, ça on ne le retrouve pas en fait chez les jeunes. Et bien souvent, les supports pédagogiques qui existent sont inadaptés, car trop axés sur l'écrit, pas suffisamment visuels, et peuvent générer des malentendus, des contresens ou des incompréhensions. Et là, on a mené un travail de collaboration avec l'INPES et des sourds qui ont réfléchi ensemble sur... comment expliquer ça ? Les supports pédagogiques sont souvent faits par des entendants pour des entendants. Et dans le travail qui est mené avec l'INPES, on y associe des sourds dans l'approche spécifique qu'ils ont du monde dans lequel ils vivent, et des gens aussi qui côtoient. J'ai passé les 8 minutes là déjà ? C'est dans ce contexte spécifique que le fonds nous offre l'opportunité de mener un projet d'animation culinaire en langue des signes. Donc ces animations, ces ateliers spécifiques vont être animés par des professionnels sourds compétents. Donc on est là, on se positionne dans une approche d'éducation par les pairs qui est fondamentale. Donc ces deux professionnels, on les a identifiés. Ce sont des professionnels sourds qui ont des compétences en cuisine, qui ont été diplômés. À qui s'adresse ce projet? Donc, ce sont les jeunes adolescents sourds qui sont scolarisés dans les institutions régionales ou qui fréquentent les associations. L'objectif, on a plusieurs objectifs principaux, favoriser les apprentissages et l'autonomie dans un environnement linguistique adapté, dans la mesure où ces ateliers vont se passer directement en langue des signes, dans la modalité de communication des jeunes. On cherche surtout à développer des compétences théoriques autour de l'équilibre alimentaire et des savoir-faire pratiques, reconductibles dans la sphère privée. Et surtout favoriser une prise de conscience des enjeux alimentaires en termes de santé chez ces jeunes, toujours dans un environnement linguistique adapté. Alors concrètement, là on va organiser, on est en train de constituer des groupes, on a pris contact avec les institutions scolaires, 2 en tout cas dans la région, et on imagine donc constituer des groupes de 12 participants maximum qui vont suivre un cycle de 10 ateliers culinaires thématiques de 3 heures chacun, composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. En amont de ce support-là, on va élaborer des fiches recettes qui seront remises, donc fiches recettes visuelles qui seront remises aux participants. Donc en termes d'évaluation, on a imaginé que ces jeunes apprentis organisent la préparation complète de ce qu'on appelle chez les sourds les banquets. Ce sont des rassemblements des anciens sourds qui ont fréquenté les institutions scolaires, qui se réunissent tous les ans. Et pourquoi pas, on s'imaginait prendre ces jeunes apprentis et leur demander de réaliser une entrée, un plat et un dessert à destination des seniors entre guillemets sourds. Il y a aussi, je ne l'ai pas noté, l'idée de filmer la réalisation de chacune des recettes et d'avoir un support vidéo. Ça permettrait de pouvoir créer un support pédagogique adapté dans la mesure où les ateliers se passent en langue des signes. Et donc ça pourrait être un support qui serait éventuellement diffusé pour d'autres publics. Et ça permettrait aussi de valoriser les participants dans ce projet. Voilà.
Voilà. Moi, je vous remercie. Bonjour. Donc, je vais vous présenter le projet Miam des idées à croquer. Donc, je suis Magali Châtelain, je suis directrice adjointe de l'IREPS Rhône-Alpes. Alors, quelques chiffres de contexte. Donc, plusieurs études nous montrent qu'il y a quand même une bonne part de la population française qui est en surpoids, à peu près 31,9%. 14,5% de la population française qui souffre d'obésité. Par rapport aux jeunes, on note qu'à peu près 15% des jeunes sont en surpoids. La restauration rapide représente 70% des repas pris hors domicile. 39% des 8-19 ans vont 2 à 3 fois par mois au fast-food. Et 10% des moins de 25 ans s'y rendent toutes les semaines. Au niveau de l'adolescence, il y a pas mal de données un peu sociologiques qui nous montrent que c'est une phase de reformulation des préférences alimentaires. On a beaucoup d'augmentation des expériences extrafamiliales, une recherche de nouveaux goûts par les jeunes, également de nouvelles modalités de consommation, avec une multiplication des lieux de consommation, alors aussi bien au domicile, où on voit que les jeunes mangent de plus en plus dans leur chambre ou qui diversifient les lieux à l'intérieur du domicile, mais aussi beaucoup hors domicile. Et donc il y a une nouvelle géographie de la consommation qui s'installe pour ces jeunes. Donc en Haute-Savoie, on a créé un label, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur ce label, ça a été assez long à mettre en place pour différentes raisons. Donc le label, on l'a appelé MIAM, qui veut dire manger intelligent, acheter malin. Donc c'est un projet qu'on a mis en place avec le service santé publique de la mairie d'Annecy, qui est Ville Active PNNS, avec la Mutualité française Rhône-Alpes et avec la MGEN. Et c'est un projet qui a bénéficié pour la création de ce label d'un financement de la région Rhône-Alpes. Donc c'est un label qui est destiné aux commerçants qui proposent de la restauration rapide et qui pour l'instant est sur Annecy. Donc on a dû mettre en place un cahier des charges, donc on s'est inspiré d'une expérience suisse, puisqu'en Suisse ils ont créé un label qui a déjà beaucoup d'années d'existence, qui s'appelle la fourchette verte, qui commence à décliner pour la restauration rapide. Le label fourchette verte suisse, c'est pour les restaurants où on s'assoit, on mange, il y a une carte, on commande, on a le temps de s'asseoir. Là, on avait d'autres contraintes puisque nous, on voulait faire un label pour la restauration rapide. Donc, on a essayé de faire un cahier des charges qui tienne compte des recommandations du PNNS et des attentes des jeunes. Donc, je ne vais pas vous détailler comment on s'y est pris, ce serait trop long. Si jamais après il y a des questions, je pourrais y répondre. Donc dans ce cahier des charges, il y a une partie, donc il y a des choses qui sont obligatoires, comme le contenu des menus et le prix qui doit être en milieu de gamme. Des recommandations, éventuellement d'utiliser des produits bio ou des produits locaux, faire attention aux emballages, au recyclage, au tri des déchets, à l'apport en sel, au mode de cuisson et puis à la qualité des produits proposés. Et puis des choses qui sont interdites. Mince. Donc je vais passer assez vite. En gros, il faut que le menu soit équilibré, qu'il y ait les différents groupes d'aliments dedans. Pour certains, on a mis des minimums, d'autres des maximums. D'autres, on avait mis un grammage. Et puis, au fur et à mesure de notre travail avec les restaurateurs, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément évident d'imposer des critères en poids. Donc, pour certains groupes d'aliments, on est resté un peu plus souple. Et du coup, c'est nous qui jugeons si ça nous paraît équilibré ou pas. Et puis dans les interdits, donc bien évidemment l'alcool, on a enlevé les charcuteries, les sodas, les boissons, alors même light et zéro, on a décidé de les enlever, les jus de fruits industriels, tout ce qui est viennoiserie, glace, pâtisserie, desserts lactés, qui soient trop sucrés, et puis les desserts qui contiennent trop de sucre. Voilà. Donc pour l'instant, on a 10 restaurants partenaires à Annecy, donc je vous disais, puisqu'on est en train d'expérimenter ce label, donc je vous ai mis leur petit logo, juste vous dire qu'on a essayé d'avoir différents types de restauration, aussi bien de la sandwicherie que des pâtes, que des magasins qui font que du bio, des choses un peu plus ethniques, etc. Donc on a essayé d'avoir un panel de restaurants assez vaste, et c'est des restaurants qui se trouvent à côté des lieux où des jeunes, les lycéens qui sortent souvent de l'établissement scolaire pour manger sur les temps de midi, puisqu'à la base ce label était greffé à un projet
où on intervenait auprès de lycéens sur les questions de gestion du stress, de sommeil et d'alimentation, parce qu'on sait que c'est des thématiques qui ressortent beaucoup dans les enquêtes santé auprès des lycéens et des étudiants. Et on s'était dit que c'était bien beau de leur donner de l'information, de travailler avec eux sur leur représentation, etc. Mais que si on ne travaillait pas sur l'environnement, du coup l'impact était limité, d'où notre idée de créer ce label. Donc du coup, le financement du Fonds français Alimentation et Santé va nous permettre, à partir de ce projet de label, de pouvoir retravailler aussi de manière plus approfondie avec des jeunes pour aller dans le sens de ce label. L'objectif général, c'est de favoriser l'adoption de comportements alimentaires sains chez les adolescents. Donc on a 4 territoires d'intervention. Sur les pays de Savoie et en Drôme-Ardèche. Et donc on va travailler avec des MJC, des lycées agricoles, des lycées professionnels hôteliers, des collèges. Alors l'idée du projet, donc on va faire un apéro santé, sans alcool, pour présenter le projet aux jeunes, leur expliquer un petit peu la démarche, les faire adhérer au projet et qu'ils puissent s'inscrire dans la démarche. Ensuite, on va leur proposer 4 séances d'échange qui vont nous permettre de travailler sur leur représentation par rapport à l'alimentation, de voir un petit peu quel est leur niveau de connaissance, d'où ils partent, de savoir ce qu'ils pensent de l'équilibre alimentaire en restauration rapide, est-ce que pour eux c'est quelque chose de possible, de compliqué, voir un petit peu ce qu'ils pensent de tout ça et leur apporter de l'information, et puis de recueillir des idées de recettes de restauration rapide, qui vont nous permettre après, dans les séances pratiques, donc il y aura 4 séances pratiques, de pouvoir réaliser ces recettes avec eux, de les déguster, de faire attention à la présentation, puisqu'il faudra qu'on les valorise et qu'on les prenne en photo, puisque l'idée après, c'est de faire une sélection des meilleures recettes sur chaque territoire où l'action sera menée, donc avec un jury qui sera composé de professionnels, de jeunes et de restaurateurs qui se trouvent aux alentours des lieux de vie de ces jeunes, donc qui font de la restauration rapide. Et donc l'idée, c'est d'éditer un petit livret de recettes donc régionales qui regrouperait les différentes recettes sélectionnées sur les 4 territoires et de pouvoir in fine labelliser de nouveaux commerçants qui proposent de la restauration rapide. Voilà, bonjour. Donc, je présente le projet qui s'appelle Picalim, Picardie Alimentation, qui est un projet donc, qui va se passer en Picardie pour les élèves de seconde, générale et professionnelle. Donc le contexte de cette étude est simple. En Picardie, depuis quelques années, on a déjà un dispositif d'enquête auprès des établissements scolaires qui est organisé par l'Observatoire régional de la santé, une étude qui s'appelle Je sais et qui permet donc de mesurer un certain nombre d'indicateurs de santé auprès de la population qui se confond avec les bilans infirmiers de l'éducation nationale. Donc on a fait un seul outil et qu'on a complété par différentes mesures. Et en ce qui concerne donc ce qui nous intéresse, donc la nutrition et le surpoids et l'obésité, on voit qu'en Picardie, ça marche quand on fait la flèche là quelque part ? Ouais, c'est là. En Picardie, donc pour les jeunes de seconde, qu'elles soient techniques ou générales, on a donc une situation de surpoids qui est de 13% à peu près, 16% pour les professionnels, et une obésité qui est de 3% pour les généraux et de 6 à 8% pour les lycées professionnels. Ce qui renforce aussi l'idée donc d'inégalité sociale qui existe entre les jeunes, et donc c'est quelque chose qu'on va investiguer. Donc on part de ce constat-là pour se dire que peut-on faire pour améliorer les choses. Donc c'est l'étude Picalim. Enfin, l'étude, ce n'est pas une étude, c'est plutôt un projet de recherche-action qui comporte 2 partenaires principaux, donc l'Observatoire régional de la santé et du social de Picardie et l'IREPS, donc l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure en Rhône-Alpes, voilà, qui vont s'associer avec l'Agence régionale de santé de Picardie, avec l'Éducation nationale bien sûr, et avec aussi le Conseil régional de Picardie, qui sont les cofinanceurs de l'étude. Et donc, l'idée de cette étude, c'est de poursuivre 2 objectifs principaux. Le premier, c'est donc de pouvoir documenter la prise de nourriture chez les adolescents donc de seconde, ce soit donc les aliments, la fréquence, la période, le lieu. Donc, on fait un recueil alimentaire sur une semaine de ces jeunes. Donc, on a à peu près
une centaine, 150 jeunes qui vont être inclus dans cette étude. Donc on n'est pas du tout représentatif, mais c'est pas ça ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est de connaître un petit peu certaines choses sur 6 lycées de la région qui ont été choisis hier avec l'éducation nationale dans 3 territoires. Et deuxième objectif qu'on va poursuivre, c'est la co-construction avec les adolescents de seconde, de messages de prévention et aussi de création de supports pour faire passer ces messages de prévention qui vont s'appuyer sur le marketing social et sur le pas corporel. Ça veut dire qu'on se laisse toute liberté pour pouvoir après inventer n'importe quel support de prévention. Alors on est parti nous sur des scénarios vidéo, mais ça peut être aussi des choses qui sont diffusées sur des pages Facebook, sur des tablettes, sur les modules, etc. Voilà. Donc on va utiliser un peu tous les outils qu'on imagine. Le déroulement donc, va se dérouler sur 2 années, donc une année scolaire pleine 2013-2014, et en ce moment, donc, pour le premier semestre 2013, on est en train de recruter, donc on l'a fait hier les lycées, et puis de mettre en place tout le processus de recueil d'informations. Donc c'est ce qui va se passer au premier semestre. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, mais c'est pas grave. Voilà, sur le premier semestre 2013, donc maintenant, et d'ici donc les vacances de février, on aura rencontré les 6 lycées qui participeront à l'expérimentation, et d'ici les vacances de Pâques, on aura passé le recueil alimentaire d'une semaine auprès des adolescents avec un outil qu'on est en train de finaliser. Deuxième phase d'intervention, donc c'est à partir de la rentrée scolaire 2013 et sur l'année 2013-2014, réunir donc des jeunes dans les 6 lycées, faire des focus group avec eux, pour travailler à partir des résultats du recueil alimentaire, donc des résultats qu'ils auront produits eux-mêmes, travailler sur leur représentation par rapport à la nourriture, travailler sur les messages de prévention qu'ils aimeraient pouvoir diffuser, qui leur parlent en tout cas, puisque on ne parle pas d'adultes à adolescents, mais plutôt adolescents à adolescents, donc travailler au sein de focus group par exemple, pour mettre en place ces messages de prévention, avec en finalité, donc ce qui nous intéresse, c'est l'écriture de scénarios donc, qui devront être élaborés pour la fin de l'année scolaire 2014. Alors quand on dit la fin de 2014, c'est pas juin, c'est plutôt avril, lorsqu'on est en lycée, et avec donc une publication de ces scénarios. Il n'est pas prévu que l'on tourne les clips vidéo à l'issue, en tout cas dans le projet. Par contre, il est prévu qu'on puisse le faire différemment, puisque certains lycées qui vont être inclus ont des sections vidéo, et elles pourront, ces sections vidéo, donc tourner les films à partir de la rentrée scolaire 2014-2015. Et une phase d'évaluation qui va nous occuper donc au second semestre 2014 et jusqu'à la fin du projet, une phase d'évaluation pour tester l'opportunité donc de cette recherche-action, avec des entretiens auprès d'élèves, etc. Donc un protocole d'évaluation qui sera construit et une phase de communication tout au long du programme pour renforcer effectivement l'adhésion des jeunes au programme et des lycées au programme et communiquer envers nos partenaires et la population picarde et autres ce qui se passe donc dans cette recherche-action. Et puis évidemment, proposition d'articles, de communication pour des colloques par la suite. Les résultats attendus. Le premier, c'est donc de pouvoir valider cet outil de recueil de rappel alimentaire, puisqu'on se base pour l'instant uniquement sur du déclaratif dans des enquêtes par questionnaire, par exemple, mais qui sont assez peu satisfaisantes. Et on va essayer de voir donc, si un outil de recueil alimentaire adapté aux jeunes est suffisant pour pouvoir avoir de l'information, et si on pourra après le démultiplier et le réutiliser par ailleurs. Deuxième résultat, c'est de valider donc les messages et les actions de prévention déterminées avec et par les jeunes. Et puis, troisième élément donc attendu, c'est de quels éléments disposeront-on à partir de là pour comprendre et pour éventuellement modifier donc, les représentations liées à l'alimentation, à la sédentarité, à l'activité physique et au poids santé, bien évidemment. En conclusion, donc, ce qui est important de souligner, c'est qu'on s'inscrit dans une réelle dynamique en région Picarde, entre les acteurs de l'observation, de l'intervention et institutionnelle. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble, et c'est vrai que on va passer un pas supplémentaire maintenant par rapport à cette recherche-action. L'apport aussi d'intégrer les jeunes vraiment dans une dynamique qui ne soit plus non plus seulement participants, qui ne soit pas non plus acteurs, mais définitivement auteurs. Et c'est ça quelque chose qui nous paraît fondamentalement aujourd'hui à développer. Et enfin, pour terminer, donc c'est vrai qu'on peut faire cette action-là grâce à l'appui qui est indispensable du Fonds français alimentation et santé, que je remercie bien évidemment, parce que c'est des projets qui coûtent pas mal de sous. Et voilà, donc il faut les trouver. Et donc quand on les trouve, c'est parfait. Donc merci beaucoup. Et je vous remercie. L'accès à l'information chez les sourds est très problématique. Ça, je comprends, mais ma question, c'est est-ce que votre hypothèse est que c'est l'absence d'accès à l'information nutritionnelle qui participe à déréguler les comportements alimentaires, puisque vous semblez dire qu'ils adoptent des comportements alimentaires qui ne sont pas bons pour leur santé?
Oui. D'accord, c'est ça votre hypothèse. Oui. Qui ne va pas de soi, en fait, Oui. qui peut être questionnée. Le retour qu'on en a, c'est du côté des équipes éducatives qui sont dans les institutions scolaires et qui font des constats alarmants sur l'état de situation nutritionnelle des jeunes au sein même de l'établissement et en dehors, et qui se retrouvent un petit peu, perdus dans la transmission de l'information liée à ce que j'expliquais dans mon intervention, à l'incompréhension généralisée des messages de prévention qu'on peut retrouver un peu partout. Par exemple, chez les sourds, la catégorisation, le terme catégorie, groupe, n'existe pas en langue des signes. Et il faut travailler en sens inverse, c'est-à-dire travailler en lien avec ces professionnels sourds qui sont sur le terrain et qui ont grandi avec cette langue, et qui, même si nous on pratique la langue des signes, elle ne sera jamais aussi parfaite que eux. C'est pas notre langue maternelle, donc ces constats ont été élaborés avant tout par les équipes éducatives sur place, et c'est vrai que dans le cadre du réseau, on reçoit ces jeunes qui grandissent, adultes, avec des problèmes de santé bien spécifiques. Alors, pour répondre à votre question, l'effet groupe. On sait qu'il y a une influence des pairs qui est très importante dans le comportement alimentaire des adolescents. Avant de mettre en place ce label, on a fait des focus group pour savoir un petit peu comment ils se comportaient, comment ils mangeaient, comment ils allaient vers la restauration rapide, comment ils faisaient leur choix, etc. Et on se rend bien compte que si le copain va manger dans telle enseigne, parce que ça va amener aussi le groupe vers ce restaurant, et les choix, ils les font un peu ensemble aussi. Ça, on le sait. Alors l'évaluation, on est en train de la réfléchir, parce que le label, on est en train de le mettre en place. Donc c'est quelque chose qui démarre. On est en train de réfléchir à comment on va évaluer le fait que les jeunes, quand ils vont dans ces restaurants-là, commandent ou pas le menu miam, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir ce menu plutôt qu'un autre, et est-ce que le fait qu'il y ait un menu labellisé miam dans le restaurant les incite à aller plus vers ce restaurant ou vers un autre. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments d'évaluation parce qu'on le met en place, mais c'est quelque chose qu'on est en train de penser pour voir qu'est-ce qui fait que ce label va fonctionner ou non. Donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on prenne en compte, bien évidemment, dans le fait qu'ils y aillent ou pas. Oui, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, on n'a pas le temps dans le terme des 2 ans pour le faire. L'idée quand même, c'est que à partir de l'élaboration de l'outil de rappel alimentaire qu'on validera, on puisse après l'utiliser effectivement dans cette dynamique-là, et qu'on puisse régulièrement passer pour voir cet outil, pour voir s'il y a des évolutions. Voilà. Mais ça, dans le terme des 2 ans, on n'a pas le temps de le faire. L'idée, c'est qu'on valide quand même l'outil, qu'on soit sûr que l'outil soit pertinent, et qu'on commence à partir de là à le valider, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça au départ. On est en train de travailler sur l'élaboration des menus équilibrés dans un premier temps, et sur l'adaptation des étapes, c'est-à-dire on va se mettre dans la pensée du sourd, et ils ne réfléchissent pas de la même manière dans la démarche des étapes, et de pouvoir adapter déjà dans un premier temps ces recettes visuelles, c'est-à-dire ils vont suivre ces cours avec ces recettes à côté, de pouvoir les adapter en mode sourd. Et ce support vidéo, ça va, en fait, une fois qu'ils sont en atelier, on va les filmer avec autorisation, bien évidemment, mais ils sont aussi transmetteurs de quelque chose vis-à-vis des autres sourds de leur âge, et ça peut servir aussi à d'autres catégories d'âge. Alors pour répondre, c'est ce que je disais dans mon exposé, nous le cahier des charges, on l'a bien mis en place à partir des recommandations du PNNS,
Après, c'est des choix, nous, qui ont été faits par le comité de pilotage qui a mis en place ce cahier des charges en fonction des contraintes qu'avaient les restaurateurs. Enfin voilà, on a essayé de trouver un mix entre les contraintes des restaurants, le fait que le menu soit équilibré et corresponde aux repères de consommation du PNNS, et en tenant compte aussi de ce que les gens sont susceptibles de manger dans le reste de la journée. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a très peu de viande, poisson, œufs sur le menu, mais qu'on a un peu de légumineuses, on sait que les gens souvent en remangent le soir et que c'est pas ça qui va faire que leur journée va être complètement déséquilibrée. Donc après, nous, on a dû faire des choix pour fixer un minimum commun pour que le label d'un restaurant à un autre, que le consommateur s'y retrouve et qui, voilà. Après, nous, on s'appuie sur les repères du PNNS. Donc après, je ne vais pas parler pour... Non, Ismaël, je crois que c'est moi qui vous donne réponse en l'espèce. Parce que là, ce qui est interrogé, c'est le fond. Ce n'est pas les projets qu'on regarde aujourd'hui. Et alors, il est très évident qu'à ce stade, on n'en est pas à un stade d'appropriation par le fond d'un certain nombre de messages. On est à un stade expérimental. Donc, le principe est le suivant. Il y a une liberté, évidemment, expérimentale de tester tel ou tel message. Et au niveau de la direction du fonds et de la présidence, je pense que je peux le dire comme ça, tant qu'un pôle nous valide un projet, ça veut dire qu'il présente un intérêt à être mis en œuvre et évalué, expérimenté en tant que tel. L'étape 2 qui consiste à dire est-ce que ça devient un message du fond en tant que tel, on n'y est pas. Bien entendu, on n'y est pas. Donc à ce stade, ne considérez surtout pas les éléments de communication comme finalement la signature du fond sur chacun de ces projets. On est à un stade très préalable à tout ça. Et donc il n'y a aucun niveau d'appropriation du fond à ce stade sur les messages que vous pouvez voir contenus dans les projets. Ça va de soi. Enfin, on s'est quand même assuré, et ça vaut le coup d'être dit aussi, qu'il n'était pas totalement contraire aux politiques publiques, totalement contraire aux messages du PNNS ou du PNA, etc. Ça va de soi, c'était le moins qu'on pouvait attendre de nous. J'entends bien votre remarque et je la comprends. Après, le fait qu'on ait mis des aliments interdits, c'est qu'à un moment donné, il fallait quand même que ce soit cohérent par rapport aux repères PNNS. On n'est pas du tout dans ce discours-là. Hein. Quand on intervient auprès des jeunes, je n'aime pas les normes. On est vraiment dans comprendre ce qu'ils font et on n'a pas un discours à dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Après, pour le label, il a quand même fallu, on était obligé de faire des choix et de mettre une colonne de ce qui est accepté et de ce qui est à enlever pour que les restaurateurs aussi aient un guide et s'y retrouvent dans ce qu'ils proposent. Même si, alors je vous rassure, ce n'est pas du tout le discours qu'on tient en éducation pour la santé et auprès des jeunes. Hein.